La mise en scène se veut grandiose. Vladimir Poutine célèbre ce soir-là ce qu'il présente comme un triomphe, l'annexion du Donbass. Дорогие друзья, сегодня у нас особый, торжественный и без всякого, в данном случае, преувеличения, исторический день. Mais la réalité est moins glorieuse. L'opération spéciale, comme il l'appelle, lancée en Ukraine 7 mois plus tôt, s'enlise. Alors il doit sauver les apparences pour conserver le soutien de son peuple et mener à bien son grand dessein pour la Russie. Предлагаю отсюда, с Красной площади, послать им сигнал нашей поддержки, уважения и преклонения перед их жертвенностью и перед их героизмом. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за 1000 километров они услышали голос Красной площади. Раз, два, три! Ура! 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 Un soutien d'autant plus nécessaire qu'à travers sa guerre en Ukraine, Vladimir Poutine mène une lutte bien plus grande. Il y a une vision très conspirationniste du monde. Et ça, c'est un héritage de la guerre froide. Un affrontement contre l'ennemi occidental. Il avait dit, vous n'avez pas voulu nous écouter, et bien maintenant, vous allez nous écouter parce qu'on a ces armes. Ce qui est toujours sidérant avec Vladimir Poutine, c'est le mensonge absolu. C'est le mensonge qui, d'une certaine façon, vous désarme. Une guerre de civilisation. La dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés. C'est du satanisme pur et simple. Dans laquelle se joue, selon lui, la survie de sa nation. C'est le champ de bataille pour notre peuple, pour la grande Russie historique. Enquête sur les ferments de cette soif de revanche qui anime plus que jamais aujourd'hui Vladimir Poutine. C'est dans le décor sombre et baroque de Dresde, dans l'est de l'Allemagne, que Vladimir Poutine puise une partie de sa soif de revanche. Il y a vécu, à 37 ans, un événement fondateur. Il est alors espion pour le KGB. Pour sa première mission à l'étranger, en 1985, il a été envoyé dans cette ville de RDA contrôlée par Moscou. Dresde. Une zone normalement amicale. Sa femme et ses 2 filles l'accompagnent. Voici l'une des traces de sa présence ici, sa carte de la Stasi. En tant qu'officier du tout-puissant KGB, il peut aller et venir comme il l'entend dans les bâtiments de la police politique est-allemande. Il participe à toutes les célébrations officielles. C'est une photo de janvier 1989. Elle montre les officiers de la Stasi de Dresde et du KGB ensemble. Et vous voyez Vladimir Poutine, là, sur le côté. De 1985 à 1990, l'espion Poutine est chargé de recruter des informateurs, de surveiller les opposants, avec en ligne de mire déjà un ennemi désigné, comme il le raconte lui-même, dans les rares confidences qu'il a choisi de rendre publiques. Mon travail relevait surtout du renseignement politique. Nous étions essentiellement intéressés par toute information relative à ce qu'on appelait à l'époque le principal ennemi. Et cet ennemi, c'était l'OTAN. La guerre froide a figé le monde en 2 blocs, l'Est et l'Ouest. Un clivage qui imprègne tout, y compris les événements les plus ordinaires de la vie de Vladimir Poutine. C'est une lettre du directeur de la Stasi de Dresde qui félicite Vladimir Poutine pour son anniversaire. Le 7 octobre 1988. Il dit « Au nom des tchéquistes de l'Allemagne de l'Est, je vous envoie mes salutations de bataille fraternelles. » Et il parle de combattre l'ennemi commun, c'est-à-dire l'Ouest,
Et il lui souhaite succès et force dans la lutte contre l'ennemi. Mais la puissance de l'URSS commence à s'ébrécher. En novembre 1989, le mur de Berlin tombe. 28 Jahre, das ist die Stunde. Une faille qui va s'étendre à toute l'Allemagne de l'Est et atteindre Dresde, un mois plus tard. Le 5 décembre 1989, Vladimir Poutine est dans la villa Kossuth qui abrite le KGB local, quand soudain, à quelques dizaines de mètres, au coin de la rue, des manifestants envahissent le siège de la Stasi. Et font tomber, en quelques heures, la sinistre police politique est-allemande. Cette capitulation inopinée de la Stasi galvanise quelques manifestants qui veulent pousser l'avantage. Il y a un petit groupe qui s'est constitué et qui a quitté les lieux en disant « Maintenant, on va dissoudre le KGB ». Cet homme élégant, dentiste, a 29 ans à l'époque. Peu avant minuit, il se lance dans cette expédition improvisée pour défier le puissant service secret soviétique. Ce soir-là, nous avançons vers la villa où le KGB est basé ici à Dresde, au numéro 4 de la rue Angelika. Nous regardons qui est là, ce qui se passe et s'il y a une possibilité d'entrer dans le bâtiment. Nous sommes un petit groupe, entre 17 et 20 personnes, pour l'essentiel des hommes jeunes. Au début, on est là et il ne se passe rien. Et quelques minutes plus tard, la porte que nous voyons ici derrière nous s'ouvre. Et là, un homme en costume gris sort. Et il nous dit très clairement que si nous pénétrons dans cette zone très sensible du KGB, il sera fait usage des armes à feu. Celui qui prononce ces mots, c'est Vladimir Poutine. Nous ne savions pas si c'était un Russe ou un Allemand. Et puis, on a compris à l'accent qu'il s'agissait d'un Russe. Il avait l'air sur les nerfs, mais il essayait de nous donner l'impression d'être sûr de lui. Je pense qu'il n'était pas à l'aise de voir tout à coup autant de jeunes hommes énervés et imprévisibles devant ses bureaux. Cela se voyait sur son visage qu'il était agacé, car cela ne se passait pas du tout comme le KGB l'avait prévu. Vladimir Poutine rentre dans le bâtiment. À l'intérieur, il s'agite, brûle les documents compromettants. Je pense qu'à ce moment, il éprouve un double choc. D'une part, il se retrouve face à la foule, face à des gens simples qui viennent défier l'autorité de la grande puissance qu'il représente. Et c'est le premier choc. Le deuxième, c'est qu'il appelle Moscou. Il cherche à avoir des réponses sur le comportement, sur la ligne à tenir face à cette foule, et Moscou ne répond pas. Les gens étaient très agressifs, prêts à en découdre. Mais à l'autre bout du fil, on m'a dit « Nous ne pouvons rien faire sans les ordres de Moscou, et Moscou reste silencieuse. » Quelques heures plus tard, nos militaires ont fini par arriver, et la foule s'est dispersée. Mais cette petite phrase « Moscou reste silencieuse », j'ai eu alors le sentiment que mon pays n'existait plus. C'était pour lui une faillite du pouvoir. Il s'est rendu compte qu'il était dans une enclave et que personne ne pouvait plus le protéger. Donc je crois que ce qu'il a ressenti ce soir-là, c'est un sentiment de peur qui lui a servi de moteur pour la suite. Et je ne veux pas exagérer, mais je pense que c'est le cas. C'était pour lui l'un des rares instants de sa vie où il s'est retrouvé dans une situation incontrôlable. Un espion abandonné, lâché,
Un ébranlement profond pour celui qui a grandi dans le mythe de l'agent secret russe et qui a un modèle depuis l'enfance. Son père, Vladimir Poutine, il avait le même prénom que lui, est un héros de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été blessé. Il a aussi travaillé pour les services secrets russes en tant qu'agent de diversion sur le front. Donc poser des bombes, détruire des ponts, etc. Il a été un vrai héros de guerre, on peut le dire. Et donc il exerce une fascination sur le jeune Vladimir Poutine. Combattre les nazis, comme son père. Mais aussi comme les héros de sa jeunesse. Il y a cette fascination qui est partagée par beaucoup de jeunes de son époque, qui est le résultat d'une politique de propagande menée par le KGB dans les années 50, surtout 60, visant à recruter des jeunes en publiant des romans d'espionnage, en faisant des films. Et lui, il est sensible à ça comme beaucoup d'autres jeunes. Vladimir Poutine cite le glaive et le bouclier. Une série télévisée populaire, sortie quand il avait 15 ans. Un espion russe y infiltre les nazis et doit déjouer les complots visant, de toutes parts, à détruire l'URSS. И совместно с ними покончить с Россией. Я полагаю, что эти проблемы касаются исключительно фюрера и партии. L'idée que je me faisais du KGB était plutôt basée sur les récits romantiques du travail des agents secrets. On pouvait me considérer, sans exagération, comme un produit réussi de l'éducation patriotique de l'homme soviétique. Mais 2 ans après son traumatisme de Dresde, son rêve est définitivement brisé. Le pays de son enfance disparaît. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. En 1991, l'URSS s'effondre. Du jour au lendemain, toutes les choses auxquelles les gens avaient confiance, auxquelles ils croyaient, disparaissent et on vous explique que toutes ces choses-là étaient finalement fausses et erronées. Il y en a beaucoup, en vérité, en URSS qui ont été très traumatisés par cet écroulement et je pense que Vladimir Poutine en fait aussi partie. Comme il l'a lui-même déclaré, s'il pouvait changer un événement de l'histoire russe, il empêcherait l'effondrement de l'Union soviétique. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Dans sa conception des rapports de force, l'espion Poutine a perdu la guerre froide. Il ne faut pas oublier que l'URSS a pour but la destruction des régimes politiques démocratiques occidentaux. C'est ça la guerre froide et Vladimir Poutine est intimement imbriqué dans ce système-là et il n'en sortira en réalité vraiment jamais. La période des années 90 va intervenir pour lui comme une espèce de trauma qu'il va s'employer depuis à corriger. C'est-à-dire qu'il veut revenir à cette époque confrontationnelle et l'emporter in fine contre nous. Dès lors, cette soif de revanche ne le quittera plus. Une rancune qui va transparaître en 1994. Alors qu'il n'est encore qu'un inconnu, un simple adjoint à la mairie de Saint-Pétersbourg, et qu'il va faire un esclandre en plein milieu d'un dîner guindé. Au début des années 90, Vladimir Poutine est comme sonné. Il se cherche. L'espion a quitté Dresde avec sa famille. Il est parti dans sa Volga, la voiture qu'il a pu s'offrir sur place, pour revenir dans sa ville natale de Leningrad. Et il doit rebondir. Lorsque nous sommes rentrés d'Allemagne en 1990, j'étais toujours dans les services, mais je commençais à réfléchir à un plan B. J'avais 2 enfants et je ne pouvais pas tout planter pour aller je ne sais où. Que pouvais-je faire? C'est avec la chute de l'URSS, en rentrant dans le pays, que Vladimir Poutine
après être passé par une période assez difficile dans sa vie où, semble-t-il, il avait fait le chauffeur de taxi à Saint-Pétersbourg, que finalement, il rentre dans la carrière politique. À l'image de Leningrad, qui en 1991 change de nom pour redevenir Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine se réinvente. Officiellement, il démissionne du KGB et il rejoint l'équipe d'Anatoly Sobchak, le maire libéral de la ville, pour s'occuper dans un premier temps de l'approvisionnement alimentaire. 2,2 тысяч тонн. Молока сухого 2 тысячи тонн. Значит, это фактически перекрывает все наши потребности. Но это впечатляет, я могу сказать откровенно. Saint-Pétersbourg est jumelé avec Hambourg, à 2000 km de là, en Allemagne. Vladimir Poutine, en parfait germanophone, est régulièrement chargé de s'y rendre. Le 25 février 1994, comme tous les ans, se tient dans l'hôtel de ville un dîner de gala, grandiose. Anna von Münchhausen est alors journaliste pour un célèbre hebdomadaire allemand. Elle doit écrire un article sur ce banquet normalement lisse et protocolaire. Je m'attendais à un grand dîner festif, très traditionnel. Le dîner Mathiae a été créé en 1356. Je m'attendais à une soirée très guindée, avec de nombreux convives. Les invités étaient tous triés sur le volet, issus notamment du corps diplomatique. Il y avait aussi des hauts fonctionnaires de l'administration et du Sénat. Mais le dîner va être marqué par le seul scandale de son histoire. Soudain, l'un des invités s'est levé en poussant sa chaise en arrière. Il a jeté sa serviette sur la table. La vaisselle a tremblé. Puis il a quitté la salle en marquant de manière appuyée chaque pas. Le parquet craquait. Il a jeté un regard aux invités avec une sorte de mépris. Comme ça. Puis il est sorti de la salle en faisant claquer la porte, avec un bruit qui a fait sursauter tout le monde. Quand la porte s'est refermée, il y a eu un silence de mort. Plus personne ne bougeait. Puis les chuchotements ont commencé. Qui est-ce? Pourquoi est-il aussi énervé? Et on m'a informé qu'il s'agissait d'un certain Vladimir Poutine. Il n'a pas supporté le discours du président de l'Estonie, qui, quelques instants plus tôt, a voulu alerter l'Occident du danger que représente la Russie pour les ex-républiques soviétiques, comme la sienne. Si ces États sont livrés à eux-mêmes et exposés au potentiel appétit néo-impérialiste de Moscou, le prix à payer sera très élevé, y compris pour toute l'Europe. Une attaque contre son pays, que Vladimir Poutine n'a pas voulu laisser passer. Il a vraiment voulu frapper les esprits. À l'évidence, il s'est senti offensé par ce qu'avait dit le président estonien. Après ce coup d'éclat, Vladimir Poutine ne s'excusera pas. Il sera même, d'après l'un de ses proches, félicité par le ministère des Affaires étrangères russe. Ses frictions avec l'Occident sont donc déjà visibles et assumées. Et elles vont le suivre dans sa spectaculaire carrière politique. Car en à peine 6 ans, Vladimir, l'adjoint à la mairie de Saint-Pétersbourg, devient Poutine, le président. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Après son élection en l'an 2000, Vladimir Poutine affiche pourtant un visage plutôt conciliant avec les pays occidentaux. Il rencontre Tony Blair à Londres
Une amitié avec le Premier ministre britannique, célébrée quelques semaines plus tard, dans une cave russe à Moscou, autour d'un verre de vodka. Une détente, mise en scène également avec le président américain Bill Clinton. Les deux présidents ont voulu donner à ce sommet une allure décontractée, avec promenade au soleil pendant 50 minutes dans le parc du Kremlin, à la grande surprise de touristes venus des États-Unis. Son discours anti-occidental reste en retrait pendant plusieurs années, avec même des alliances inattendues. Dans son premier mandat, il traite avec l'Occident très différemment. Les 4 premières années, donc en effet, la tentation de l'Occident, avec la création de ce Conseil OTAN-Russie. Aveu ce matin à Rome de Vladimir Poutine. Il y a peu, je pensais que c'était impossible. Aujourd'hui, c'est une réalité. Avec aussi un sommet Union européenne-Russie qui conclut à la création d'espaces communs, notamment d'un espace économique commun. C'est pas rien. Un répit de courte durée, car plusieurs événements vont faire ressortir son sentiment, réel ou supposé, d'être trahi par les Occidentaux. Il y a une frustration qui naît en 2003. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, la Russie est contre. Fourth source, an Iraqi major who defected, confirmed that Iraq has mobile biological research laboratories. Vladimir Poutine va comprendre une chose, que les États-Unis, à ce moment-là, dérogent au droit international, puisqu'ils n'auront pas la résolution du Conseil de sécurité qui leur permettrait d'envahir l'Irak, mais ils interviennent quand même. Il va utiliser ça en retournant la faute sur les démocraties et en se disant « puisque vous faites ce que vous voulez, moi aussi je vais me permettre de le faire ». Au même moment, la révolution des roses en Géorgie et la révolution orange en Ukraine entraînent la chute de leur président pro-russe. Une manœuvre, selon lui, de l'ennemi occidental. Il a une vision très conspirationniste du monde. Tout ce qui se passe en apparence n'est que le fruit d'une conspiration ourdie quelque part dans les bureaux des services secrets occidentaux. Les manifestations sont forcément organisées par ces services secrets. C'est sa perception de l'Occident qui serait injuste, hypocrite, qui appliquerait les standards doubles et qui chercherait en fait la destruction de la Russie ou au moins la réduction de la puissance russe. En parallèle, en 2004, l'OTAN se rapproche des frontières russes. 7 nouveaux pays y adhèrent. Le sujet est sensible. Vladimir Poutine est interviewé par un journaliste français en 2005 et ses menaces sont à peine voilées. Quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'OTAN qui essaye d'étendre son influence à vos voisins, à vos partenaires comme l'Ukraine et la Géorgie ? Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. Mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Il a ressorti la fameuse histoire, dont il n'y a pas de trace écrite, que les Américains avaient plus ou moins dit à l'époque à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Ce qui n'a pas été le cas, ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais digéré. Une impression de trahison dont Vladimir Poutine fait part en tête-à-tête à la chancelière allemande Angela Merkel. Un jour, un de mes collègues allemands m'avait dit qu'Angela Merkel avait fait état des erreurs commises par l'Occident vis-à-vis de la Russie, et se tournant vers lui, et lui a dit « Et pour vous, quelle erreur avez-vous commise ?» pensant qu'il allait effectivement jouer le jeu et reconnaître une erreur. Eh bien, il a répondu « Notre erreur, c'est de vous avoir fait confiance ». Vladimir Poutine se sent-il réellement offensé, humilié? Ou met-il en scène cette posture à des fins politiques? Impossible d'en avoir la certitude.
Mais dans les faits, il décide d'exprimer publiquement son ressentiment lors d'un discours offensif resté dans les mémoires. À Munich, en 2007, le président russe est convié au Forum sur la sécurité internationale. Il monte à la tribune. Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа. Et annonce d'emblée qu'il n'y aura pas ce jour-là de faux-semblants. Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Devant l'Assemblée estomaquée, il avertit que s'il le juge nécessaire, il interviendra militairement. Теперь по поводу того, будет ли Россия применять военную силу без санкций ООН. Мы будем действовать всегда строго в рамках международного права. Но в уставе ООН предусмотрена есть и статья о праве на самооборону. И здесь никаких санкций уже не нужно. Il a fait ce discours extrêmement belliqueux, disant à partir de maintenant, la Russie va défendre ses intérêts. C'était assez menaçant et Madame Merkel, qui était au premier rang, n'en revenait pas. Hein, parce qu'elle, elle l'a entendu elle parlait russe, elle l'a entendu dans la langue originale. Благодарю вас за внимание. Il annonce le programme des années à venir, un programme qu'il a déjà mis en œuvre, mais maintenant il le dit ouvertement. Il est là le changement à Munich, il dit ouvertement les choses. Personne ne va vouloir entendre ce qu'il dit lui-même pourtant, c'est-à-dire qu'il entre en guerre, en réalité, avec l'Occident. Cette idée confrontationnelle avec nous, elle est déjà extrêmement claire. Vladimir Poutine monte d'un cran dans les menaces verbales. Et le chef de guerre va s'attacher à démontrer qu'il a les moyens militaires de ses ambitions. Au rythme de vagues de hurrahs enfiévrés, ce 9 mai 2008, sur la place Rouge, une démonstration de force, comme il n'y en avait pas eu depuis la chute de l'URSS. En ce jour anniversaire de la victoire de l'armée rouge contre les nazis, la Russie exhibe sa puissance militaire. Avec 8000 hommes portant un nouvel uniforme spécialement créé pour l'occasion. C'était un peu la guerre des étoiles. Ils se vantaient de disposer d'armes sophistiquées que personne n'avait, même pas les Américains, en présentant justement ces armes supersoniques. Il avait dit vous n'avez pas voulu nous parler, vous n'avez pas voulu nous écouter, et bien maintenant, vous allez nous écouter implicitement parce qu'on a ces armes. Vladimir Poutine veut que la Russie soit davantage respectée, dans le présent comme dans le passé. Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов. Не позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат и одержал победу, величие которой навеки останется в истории. Pour lui, l'URSS, c'est le pays qui a vaincu le nazisme. C'est le pays qui tenait tête au monde entier. S'il y a un événement dans l'histoire russe qui fait l'unanimité, c'est la grande victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Au prix de 27 millions de vies humaines, de vies soviétiques qui ont été mises sur l'autel de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Vladimir Poutine, il s'érige en celui qui défend cet héritage en estimant d'ailleurs que l'Occident n'est plus suffisamment reconnaissant à l'URSS, à cette mémoire de l'URSS qui aurait libéré le monde du fascisme.
Il ne parle pratiquement nulle part et jamais de comment il voit l'avenir de la Russie. Il parle toujours de la grandeur passée de la Russie. Et dans ce passé, il ne veut pas s'appuyer sur des faits réels, mais sur des mythes. Un ensemble de mythes impériaux. Car l'histoire est un outil pour lui. C'est même une arme pour la guerre, pour la construction d'un nouvel empire. Ce n'est qu'un moyen, un mécanisme qu'il utilise en arrachant des bouts de l'histoire qui lui conviennent et en les réarrangeant. Pour faire face à l'Occident, le maître du Kremlin construit, pas à pas, morceau par morceau, un contre-modèle, une idéologie qui fusionne grandeur de l'empire des tsars et puissance soviétique. C'est un mélange. Il est l'empereur de toutes les Russies, mais il est aussi le secrétaire général du Parti communiste. Donc c'est ce syncrétisme étrange entre l'histoire glorieuse de l'Empire et l'URSS de Staline au temps de sa splendeur, c'est-à-dire le moment où non seulement elle était grande et forte, mais surtout elle était crainte. Tout un assemblage de symboles hétéroclites, visibles, jusqu'au sommet du Kremlin. Vous avez un mélange des genres extraordinaire, puisque aujourd'hui, vous pouvez redorer tous les bulbes, enfin depuis la chute du communisme des églises, et en même temps, on a gardé les étoiles rouges au sommet des clochetons du Kremlin. C'est quand même un mélange des genres assez étonnant. Car son contre-modèle s'appuie fortement sur une valeur qu'il juge en perdition dans les pays occidentaux, la religion. Après les décennies d'athéisme de l'URSS, lui choisit de se mettre en scène lors du Noël orthodoxe et se livre à un théâtral rituel de l'épiphanie en se plongeant dans de l'eau glacée. Quand il y a des grands offices religieux, il apparaît, il pose un cierge à l'église. Et il se montre avec le patriarche de Moscou, Cyril. Il a fait du patriarcat de Moscou un allié idéologique dans son discours anti-occidental et conservateur. Vladimir Poutine se pose comme le défenseur des valeurs traditionnelles, un rempart contre l'Occident qu'il juge décadent et qu'il dénigre ouvertement, comme lors de cette intervention en 2013. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство. Pour évidemment s'opposer à l'Occident, il faut qu'il trouve des arguments. Il y a tout le discours qui est sur la décadence de l'Occident, donc tout le discours sur les mœurs, l'homosexualité, la parentalité homosexuelle, etc. Donc tout ceci, c'est quelque chose qu'il a vraiment développé beaucoup. Il se différencie de l'Occident, avec quand même comme idée de séduire tous les citoyens du monde entier, donc d'attirer à lui aussi une partie de l'opinion mondiale. Son discours fait écho jusqu'en France, où en 2013, des militants anti-mariage homosexuel se rassemblent devant l'ambassade de Russie à Paris pour appeler au secours Vladimir Poutine. Il est dans un discours civilisationnel où la Russie doit aujourd'hui peut-être gagner la bataille des civilisations, la guerre des civilisations et être la civilisation dominante. Vladimir Poutine utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour combattre en fait l'Occident, comme les cyberattaques ou l'ingérence. Il faut se souvenir en 2016, dans les élections américaines, l'ingérence russe qu'il y a eu dans l'élection, et également en 2017 en France. Donc il joue sur tous les ressorts. Pour se démarquer de ses adversaires occidentaux, lui
veut rester le plus longtemps possible au pouvoir. Il se veut incontournable, irremplaçable. Il méprise les démocraties et sa valse de président. L'un des aspects qui a affecté Vladimir Poutine psychologiquement, c'est qu'au fil des ans, il a vu défiler un nombre important de dirigeants étrangers. Il a commencé avec Clinton, puis avec Bush, puis est venu Obama, puis Trump. C'est le 5e président américain depuis qu'il est au pouvoir. Sans parler des changements de président en France et dans d'autres pays. Donc il les regarde comme s'il était indéboulonnable, comme s'il allait rester pour toujours. Selon lui, les démocraties s'affaiblissent. Et Poutine, le judoka, veut en profiter. Poutine est un passionné de judo. Il a été champion de sa ville dans les années 70. Donc Vladimir Poutine, il a fait du judo sa philosophie. La philosophie, c'est attendre que l'adversaire montre ses faiblesses pour en profiter. Et c'est vrai que Vladimir Poutine a tout souvent eu cette attitude, notamment dans les relations internationales, qui était de profiter des faiblesses de l'adversaire. Et c'est exactement ce qu'il va faire en 2013, lors d'un événement tragique de la guerre en Syrie. Vladimir Poutine a observé le fait que Obama, à l'époque, avait édicté une ligne rouge en cas de bombardement chimique des Syriens. Bachar el-Assad a bombardé des civils syriens par des armes chimiques, causant un massacre effroyable. Et là, Barack Obama a eu peur d'engager son pays dans un nouveau conflit. Et donc effectivement, Vladimir Poutine n'a pas pu l'interpréter autrement que comme un aveu de faiblesse du camp occidental. L'Occident recule. Le chef de guerre estime que la voie est libre pour déployer ses ambitions bellicistes. À la fin de l'année 2013, un diplomate s'envole pour Moscou. Il vient d'être nommé ambassadeur de France en Russie. Et il va se retrouver au cœur de la machine Poutine. Il se trouve que je l'ai rencontré souvent, probablement plus souvent que d'autres ambassadeurs, en raison des événements qui se sont passés en Ukraine, donc en 2014, en Crimée et dans le Donbass. Ценим исторически тесные стратегические отношения с одним из лидеров Евросоюза, с Францией. Ce qui m'a donné l'occasion d'observer quand même de près Vladimir Poutine. Car en février 2014, 6 ans après sa guerre éclair en Géorgie, le président russe s'affranchit de toutes les règles. Il envahit cette fois une presqu'île stratégique de son voisin ukrainien. La Crimée était un déclencheur parce qu'à partir du moment où il a osé la Crimée, alors tout était possible. Dans la foulée, il envoie aussi des hommes dans le Donbass, dans l'est du pays, pour soutenir les leaders séparatistes. Des pourparlers sont lancés pour stopper la guerre entre Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Poutine et le président ukrainien Petro Poroshenko. Lors de ces nombreuses réunions diplomatiques, notamment à l'Élysée, le président français assiste, interloqué, aux méthodes de manipulation du maître du Kremlin. Il peut faire preuve d'attention, Vladimir Poutine, à l'égard de ses interlocuteurs. À l'égard notamment d'Angela Merkel, c'était assez évident. Il lui faisait souvent des compliments. Et Angela Merkel me disait, c'est là qu'il est le plus redoutable, c'est quand il fait semblant d'être gentil. Devant ses interlocuteurs étrangers, il adopte ce ton affable, presque mielleux. Ce qui est très frappant, c'est que dans les entretiens qu'il a, il est extrêmement calme en général, il perd assez peu ses nerfs. Il parle à voix très basse, très lentement, sans une note. Il est toujours en train d'alterner le brûlant et le glacial.
le brûlant, prêt à dire qu'il faut trouver une solution, le glacial à l'empêcher. Donc il y a toujours la nécessité de construire un rapport de force à l'égard de Vladimir Poutine. Un rapport de force bancal et incertain. François Hollande va s'en rendre compte lors d'une longue nuit de négociations à Minsk, en Biélorussie. Car les yeux dans les yeux, Vladimir Poutine va lui mentir, sans vergogne. Ce qui est toujours sidérant avec Vladimir Poutine, c'est le mensonge absolu. C'est le mensonge qui, d'une certaine façon, vous désarme. Et dans la nuit de Minsk, quand il s'agissait de faire une première fois la paix en Ukraine, il me disait qu'il ne connaissait pas les séparatistes. Et puis quelques heures après, il leur téléphonait aux chefs séparatistes. Donc il faut, avec Poutine, apprendre ce qu'est le mensonge, pas le petit mensonge, pas le mensonge par omission, le mensonge énorme. Durant cette réunion tendue, Vladimir Poutine applique une stratégie bien particulière. Il prend la main en se servant, une nouvelle fois, de son arme historique. C'est rarement un dialogue avec Vladimir Poutine. C'est un long monologue qui commence toujours par 15 ou 20 minutes sur l'histoire glorieuse de l'Empire russe, mélangée à l'histoire glorieuse de l'URSS, suivi d'argumentations pour expliquer que la Russie fait face à une agression du monde occidental, de l'OTAN, des États-Unis. Dans le palais présidentiel de Minsk, l'heure tourne. Vladimir Poutine tente d'esquiver les sujets qui dérangent. Il a fallu à certains moments que François Hollande et surtout Angela Merkel, qui a un tempérament assez fort, se fâchent en disant est-ce qu'on peut en revenir à la discussion? Et de quoi parle-t-on? On parle de la paix, on parle de négociations, on parle d'arrêt des bombardements. Est-ce qu'on peut arrêter de parler d'histoire? Les discussions s'éternisent, à tel point que la chancelière allemande va bousculer le protocole. Les négociations se sont terminées au milieu de la nuit, voire au petit matin à Minsk, avec Angela Merkel écrivant elle-même au crayon sur un bout de papier les derniers éléments de l'accord. On signe, on y va. Cet accord de Minsk prévoit un cessez-le-feu dans le Donbass. Mais au fil des années, le ton de Vladimir Poutine se durcit irrémédiablement. On l'a senti dans ses discours publics, un sentiment il y a une rage chez Poutine, un désir de revanche. Il s'est proprement radicalisé. Je pense que c'est vraiment ça le mot qu'il faut utiliser. Et la situation en Ukraine ne lui convenait plus parce qu'il voyait bien que ces opérations en Crimée et au Donbass ne suffisaient pas à annihiler la menace d'une Ukraine pro-occidentale à ses portes. Le lundi 21 février 2022, pendant 1 heure, Vladimir Poutine va développer sa théorie. La Russie est gravement menacée. Il doit donc prendre les devants. Когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать. Et 3 jours plus tard, les chars russes envahissent l'Ukraine. Cette grande guerre, elle était malheureusement prévisible. Cette grande guerre, elle était dans les mots de Poutine depuis au moins une dizaine d'années. Évidemment, il y a une différence entre les mots et les actes. La rhétorique inspirée de la Seconde Guerre mondiale s'ancre définitivement dans ses discours. La Russie combat selon lui des nazis en Ukraine et les Occidentaux s'apparentent à des forces du mal. Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant un discours qui va être de plus en plus dur, nazisme, ukro-nazisme, on invente des concepts qui vont jusqu'à la lutte contre le satanisme même, il arrive vraiment à un durcissement de son propre régime qui arrive à sa fin parce qu'il n'y a plus rien dans le discours politique au-delà dans la mobilisation que Hitler est le diable.
On arrive vraiment dans les hauts de la propagande. On a vraiment un discours qui est de plus en plus violent à l'encontre des Ukrainiens et de l'Occident. Мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. Quelle est l'étape suivante? Vladimir Poutine peut-il aller encore plus loin dans sa soif de revanche? C'est impossible de le savoir. Vous savez, Vladimir Poutine est très coutumier des surprises. Personne ne sait jusqu'où il est prêt à aller. En tout cas, la seule chose qu'il montre, c'est qu'il veut déployer son plan. Voilà, il a mis en scène l'humiliation de son pays après l'Union soviétique. Il a mis en scène le désir de revanche de son pays. Il a mis en scène l'hostilité de l'Occident. Aujourd'hui, il réalise cette guerre et donc il veut dérouler son plan. Un plan dont Vladimir Poutine est le seul maître. Lui qui a fait changer la Constitution afin de pouvoir rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036.